Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreuses aujourd'hui. Je me présente, Danielle Simonet, coordinatrice du Parti de gauche avec Éric Coquerel. C'est avec une très grande émotion que je vais introduire ce meeting exceptionnel, ce meeting historique. Oui, le 16 juillet dernier, le peuple grec a subi un coup d'État financier par la Troïka. Il leur fallait, à tous les tenants de l'ordolibéralisme, à Mme Merkel, M. Schäuble, il leur fallait piétiner le peuple grec. Parce qu'ils ne pouvaient pas accepter, ils ne voulaient pas accepter qu'un peuple élise un gouvernement prêt à résister contre les politiques d'austérité. Et donc, il leur fallait humilier le peuple grec pour une simple et bonne raison, parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient peur de la contagion dans tous les peuples d'Europe. Alors, en conscience, en raison, en prenant la mesure de la dimension tragique de l'histoire, le Parti de gauche a pris l'initiative de faire cette proposition d'organisation d'un sommet international du plan B. Comme Éric Coquerel en a présenté les premiers objectifs, les premiers enjeux dans une note de blog, pour nous, il est essentiel de montrer qu'une alternative est possible. Parce que justement, ils veulent faire croire à tous les peuples qu'il n'y a pas d'alternative. Alors, ayons bien conscience que la Troïka, Merkel, Schäuble, avait un plan B. Leur plan B, quel était-il ? Leur plan B, c'était d'imposer à la Grèce, si elle refusait de se soumettre à ces politiques d'austérité, le Grexit. La sortie de la zone euro dans les pires conditions, en écrasant leur système bancaire et en mettant à mal l'ensemble de leur économie. Alors, puisque eux, ils ont toujours d'ailleurs ce plan B, qui pèse telle l'épée de Damoclès sur le peuple grec et qui pèsera sur l'ensemble des peuples qui tour à tour résisteront, nous devons avoir également un plan B. Ce plan B, ça n'est pas un plan de repli sur soi. Ce plan B, c'est forcément un plan internationaliste. C'est forcément une réflexion conjointe. Vous avez bien remarqué le soutien de toute l'oligarchie de l'Union européenne pour soutenir ce diktat, ce coup d'État financier. Et force est de constater que nous autres, notre solidarité internationale des peuples avec le peuple grec n'a pas été à la hauteur. Alors, à partir de maintenant, nous devons prendre l'engagement d'être à la hauteur et de reconstruire l'espoir. Oui, nous avons besoin d'un plan B. Un plan B pour faire respecter la souveraineté des peuples en Europe. Un plan B pour faire respecter la démocratie. Un plan B pour faire respecter l'indépendance. Un plan B au service de la justice sociale et de la redistribution des richesses. Un plan B au service de la réponse à l'urgence écologique. Mais également un plan B au service de la paix. Oui, la paix. Car leur folie mettra bien en péril la paix si nous ne nous y opposons pas. Et c'est également un plan B pour reconstruire l'espoir de tous les peuples européens, pour reconstruire d'abord et avant tout la confiance des peuples en eux-mêmes, pour contrer l'extrême droite. Car en définitive, et nous devons tous ici en être conscients, ça se jouera entre l'extrême droite et nous. Et donc nous devons relever ce défi. Mais d'ores et déjà, la proposition du sommet internationaliste du plan B avance. 5 personnalités européennes ont écrit une tribune en faveur de ce sommet internationaliste du plan B.
Et je vais citer ces 5 personnalités, parce que nous en sommes très fiers. Nous avons parmi ces 5 personnalités, Oscar Lafontaine, ex-ministre des Finances, cofondateur de Die Linke. Stefano Fassina, député et ex-ministre de l'économie et des finances d'Italie. Elle aurait souhaité être parmi nous aujourd'hui, mais ne le pouvait pas. Zoé Constantopoulou, présidente du Parlement hellénique de Grèce. Yanis Varoufakis, député, ancien ministre des Finances de Grèce. Et Jean-Luc Mélenchon, député européen, fondateur du parti de gauche, grâce à qui cette tribune a vu le jour. Merci. Merci. Merci à vous 5 d'avoir répondu favorablement à cette proposition. Et d'ores et déjà, nous avons également beaucoup d'économistes qui nous contactent, qui nous écrivent pour dire qu'ils partagent également cette nécessité de faire ce travail ensemble. Des économistes comme Lim Yong-nok qui est avec nous aujourd'hui, Jacques Généreux et beaucoup d'autres. Alors maintenant, je vais inviter notre premier intervenant. Il fut le premier secrétaire du SPD allemand. Ministre des Finances sous Schröder, il démissionna, refusant la libération du marché du travail, vous savez, les lois Hartz. Et parce qu'il était en désaccord avec la pseudo-indépendance de la BCE. Il a fondé Die Linke et a ouvert ainsi un nouveau cycle pour la gauche radicale en Europe. Et, vous savez, il nous a fait l'honneur, en 2008, de sa présence au congrès de fondation du parti de gauche. Et pour ceux qui y étaient, je suis sûre que vous vous souvenez de son slogan. Je vous le redis. Non au compromis pourri. Je vous invite à applaudir Oscar Lafontaine. Merci. Merci pour votre accueil, chers camarades. Je suis ici aujourd'hui en tant qu'Européen. Ayant grandi près de la frontière franco-allemande, je suis européen par le cœur et non par calcul économique. En tant qu'Européen, je m'intéresse non seulement pour la situation économique et sociale de mon propre pays, mais aussi pour celle des autres pays en Europe. La situation est claire. L'économie d'exportation de l'Allemagne est en pleine expansion et ses excédents commerciaux ne cessent d'augmenter. Un excédent croissant de la balance commerciale de l'Allemagne signifie une désindustrialisation rampante et un chômage croissant dans d'autres pays. Dans de nombreux États membres de l'Union européenne, c'est surtout la jeunesse qui ne trouve pas le travail et n'a pas d'avenir. Elle se voit obligée d'émigrer dans d'autres pays, souvent en Allemagne. La cause de cette évolution est une structure économique déficiente en Europe, avec une monnaie unique, une banque centrale européenne indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas soumise à un contrôle démocratique, et un pacte de stabilité qui impose une politique d'austérité
à tous les pays européens, en dépit de la persistance de taux de chômage élevés. Lorsqu'une structure économique ne fonctionne pas, il faut la modifier. La défaillance de la monnaie unique, c'est l'absence de mesures de défense lorsque certains pays enfreignent les règles du jeu de la monnaie unique. La plus grosse faute au sein d'une telle communauté, c'est la persistance du dumping salarial. C'est ce que l'Allemagne fait depuis de nombreuses années. Les conséquences sont une hausse du chômage et une désindustrialisation rampante chez les voisins. Des solutions existent. La première solution possible serait que l'Allemagne, c'est-à-dire l'économie allemande, respecte à l'avenir des règles du jeu et mette un terme à la politique du dumping salarial. Cette solution chers camarades, ne me paraît pas réaliste pour les années à venir. Une autre solution serait de transférer d'autres compétences aux institutions européennes. C'est cette voie que propose le rapport des 5 présidents élaboré par Jean-Claude Juncker et ses homologues pour approfondir l'union économique et monétaire. Ceux qui l'ont lu reconnaîtront que la voie est ainsi pavée pour la poursuite de la politique d'austérité et du démantèlement de la démocratie. L'alternative consisterait à rendre aux États membres qui souffrent de la hausse du chômage et de la désindustrialisation rampante le pouvoir de contrecarrer le dumping salarial qui constitue une violation des règles. Au fond, chers camarades, il s'agit d'une question de pouvoir. Syriza a échoué parce qu'il manquait à la Grèce le pouvoir nécessaire pour empêcher la poursuite de la paupérisation sociale et du démantèlement de la démocratie. Dans ces circonstances, la majorité du gouvernement Syriza n'a pas eu le courage de mettre en œuvre les propositions de Yanis Varoufakis. Contrôle de la Banque centrale, remise partielle de la dette, préparation de l'instauration d'une monnaie propre à la Grèce. C'est dommage, Yanis, que le gouvernement grec n'a pas eu le courage de mettre en œuvre tes propositions. C'est mon avis et c'est notre avis, je suis sûr. La gauche en Europe doit tirer ses enseignements de ces événements et mettre au point un plan B. Celui-ci doit comprendre des propositions sur les modifications sur lesquelles la gauche doit insister dans les différents États membres, dans la politique nationale et européenne, et si elle participe au gouvernement. Outre la lutte contre la politique d'austérité, la démocratisation de la Banque centrale et la modification des traités européens, l'instrument de la dévaluation doit à nouveau être disponible afin de mettre un terme à la concurrence salariale déloyale. Moi, je préconise de revenir au système monétaire européen, de permettre à nouveau les dévaluations et réévaluations et de tenir compte, ce faisant, de l'expérience engrangée pendant de longues années avec ce système monétaire. C'est-à-dire, les ajustements monétaires doivent être effectués à brève échéance et la domination d'une banque centrale doit être limitée par un arsenal législatif. C'est ma proposition. Chers camarades, je me réjouis
de ce qu'au sein de la gauche européenne, ce débat ait été engagé et que le plan B soit en cours d'élaboration. Il faut se battre contre l'austérité, il faut se battre contre le néolibéralisme. Il faut être dans tous les pays en vraie gauche qui se battent pour le peuple. Merci à toi. Merci Oscar. Notre second intervenant a été ministre de l'économie et des finances en Italie. Il en a démissionné en 2014, rompant avec le gouvernement de Matteo Renzi. C'est un économiste et un député italien. Je vous invite à applaudir Stefano Fassina. Sorry, I don't speak French, so you should listen my English and a very nice translation. Désolée, je ne parle pas français, mais vous devrez donc écouter mon anglais et une traductrice très sympa. Thanks a lot, Jean-Luc, and thanks a lot of all of you for the invitation. Today is a very important day, and our meeting is a very important meeting. Merci. I would like Merci à tous d'être là aujourd'hui. C'est un jour très important et cette rencontre est une rencontre extrêmement importante. I would like to share with you some thoughts, starting from what happened in Greece. J'aimerais partager avec vous quelques réflexions, en commençant par ce qui s'est passé en Grèce. My feeling is that we are here today because of the defeat of the Greek government in Brussels in the dramatic night of July 12. J'ai le sentiment que nous sommes ici suite à la nuit tragique qui s'est déroulée en Grèce le 12 juillet dernier. That night marked a turning point in Europe. Cette nuit-là a marqué un tournant dans l'histoire de l'euro. The German government tabled the proposal of a Grexit, so breaking a taboo, the irreversibility of the euro. Alors, le gouvernement allemand a mis sur la table la proposition d'un Grexit et a donc permis de mettre sur la table la question de la réversibilité de l'euro. What lesson can we learn from that night? Alexis Tsipras and the Greek people and Yanis here have an historical merit. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette nuit-là? Alexis Tsipras, le peuple grec et bien sûr Yanis Varoufakis. They ripped away the technical objectivity of the discussion. The technical objectivity. Oui, l'objectivité technique de la discussion. And it was clear that there was a fight of power, a fight among the financial aristocracy and middle classes and the working people. Il est très clair qu'il y avait un rapport de force, notamment entre l'aristocratie, l'élite aristocratique et les travailleurs et les classes moyennes. I want to make 2 points here. The first one is that the neoliberal mercantilism is unsustainable. Alors, je vais développer 2 points aujourd'hui. Je vais développer 2 points aujourd'hui. Le premier, c'est... Can you repeat, sorry? The neoliberal Ah oui, mercantilism. oui, Yes. que la loi du marché néolibéral n'est absolument pas soutenable. But the devaluation of labor instead of the devaluation of currency
cannot go on. La dévaluation du travail au lieu de la dévaluation de la monnaie, ça ne peut pas continuer comme ça. And it's not only an economic point, it's a democratic point. Et ce n'est pas juste à propos d'économie, c'est à propos de démocratie. Here at stake is the meaning of democracy in the 21st century. Ce qui est en jeu ici, c'est le sens de la démocratie au XXIe siècle. There is a evident conflict here between the European treaties and our national constitution. Il y a un énorme conflit entre les traités européens et nos constitutions nationales. And the second point, is this road irreversible? Alors le deuxième point, c'est la question, est-ce que cette route, ce chemin qu'on est en train de prendre, est-ce que c'est réversible? It's difficult to change this road. C'est- It's definitely difficult. C'est extrêmement difficile de changer ces chemins-là. There are not only a problem with the elite, but also cultural and historical and political reason why this is difficult. Alors il y a des raisons qui sont historiques, sociales et politiques qui font que ces choses sont très difficiles. The road of completing the political union to democratize the common currency requires much more than top-down engineering. Démocratiser la monnaie européenne, ça demande beaucoup plus que de l'expertise depuis le haut. And it requires a degree of economic solidarity. Ça demande un certain degré de solidarité économique. And the drama of these days is that the Eurozone policy are making people diverging from each other. National opinion are diverging from each other. Ce qui est tragique aujourd'hui, c'est que ces politiques-là, elles éloignent les gens les uns des autres. We should be clear with ourselves. Within the neoliberal cage of the Eurozone, the left does not have chance. Il faut être très clair. À l'intérieur de la cage de l'eurozone, la gauche européenne n'a aucune chance. In the Eurozone cage, the left loses its historical function as a force committed to the dignity and the political relevance of labor, of social citizenship and democracy. Alors, dans cette cage que représente la zone euro, la gauche est en train de perdre sa fonction historique de force dévouée à préserver la dignité et la pertinence politique du travail et des travailleurs. In this context, the irrelevance or the connivance of the party of the socialist family is unfortunately manifest. Dans ce contexte, le fait que les partis socialistes traditionnels soient en connivence avec les intérêts du haut est extrêmement évidente, extrêmement manifeste. Without our plan B, continuing to invoke the United States of Europe or a pro-labor rewrite of the treaties will not make any sense. Sans le plan B, continuer d'invoquer, comme ils le font, les États-Unis d'Europe ou quelque chose en faveur du travail et des travailleurs dans le cadre des traités, c'est un exercice assez virtuel qui mène à la perte continue de crédibilité politique. So what should be done? What should be done? Alors que faire? We are, my feeling is that we are at a crossroad of history.
J'ai le sentiment que nous sommes à un carrefour de l'histoire. On the one hand, the path of continuity, bound to the euro, to the acceptance of the end of the middle class's democracy. Alors, d'un côté, la continuité, l'attachement à l'euro et l'acceptation de la fin de la démocratie de type classe moyenne telle qu'on la connaît aujourd'hui et des États-providence. On one side, there is underemployment, social anger, and a xenophobic and nationalistic drive that try to address this problem. Et de l'autre côté, on a des vagues massives de chômage, beaucoup de colère sociale, et tout cela menacé en plus par le risque de la montée des partis xénophobes et nationalistes. On the other side, we should build our plan B. Donc on doit mettre en place notre plan B. We should make this together and provide political and cultural strength to the plan B. Le faire tous ensemble et donner au plan B une force à la fois culturelle et politique. We should be clear. The Soyons plan B is for saving Europe Le plan B, c'est pour sauver l'Europe. because with a single currency within the neoliberal cage, the Eurozone and the European Union will fail. Parce que dans le contexte de la cage que représente l'eurozone, Will fail. voilà, on va droit à la catastrophe, on va échouer de toute façon. So let me conclude to be very clear. I feel that here today we are starting a very relevant project. Alors, pour être très clair, je vais conclure assez rapidement. Ce qu'on fait aujourd'hui ici, c'est un projet extrêmement pertinent et important. And the victory in UK of our friends and comrade Jeremy Corbyn is the very best welcome we can have. The victory of Jeremy Corbyn in UK is the best good luck we can have. Ok. La victoire de Jérémy Corbyn, aujourd'hui, nous donne le plus bel espoir qu'on puisse avoir. We are stronger tonight. We are stronger tonight because of Jeremy Corbyn winning in UK. Nous sommes plus forts ce soir parce que Jérémy Corbyn a gagné en Grande-Bretagne. Our plan B, it's a way to show that there is an alternative. There is a cultural, moral, social and political alternative to neoliberalism. Ce plan B montre qu'il y a une alternative politique, économique, sociale et culturelle. So my friends and comrades, today we are beginning. Let's work all together. We can win. Ensemble, on peut gagner. Et maintenant, notre troisième intervenant. C'est un économiste avant d'être un dirigeant politique, ministre de l'économie du gouvernement Syriza. Il a tenu tête à la Troïka, à l'Eurogroupe. Et pour avoir dansé... Résistance! 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 Pour avoir tenté d'anticiper un nécessaire contrôle bancaire des capitaux, eh bien, il a été accusé par les ardents défenseurs des mémorandums de traître à la patrie républicaine. Lui, le résistant pour la démocratie d'Athènes.
Je vous invite à acclamer Yanis Varoufakis. I haven't felt this way since the night of the 3rd of July. Je ne me suis pas sentie comme ça depuis le 3 juillet au soir. It was the night 400,000 Greeks and non-Greeks gathered in Syntagma Square. C'est une soirée où 400 000 Grecs et non-Grecs se sont rassemblés sur la place Syntagma. Syntagma Square, Athens. It was the night when we all felt that a better world was indeed possible after so many years of talking about it. C'est un soir où c'est une soirée où nous avons ressenti qu'il y avait une alternative après des années et des années de tristesse. Voilà. So, friends, comrades, citizens of France, Europeans, Jean-Luc, Oscar, Stefano, I'm here with that spirit of that night of the 3rd of July, connecting it to your spirit and bringing you a message. Je suis ici ce soir avec cet esprit du 3 juillet et je suis là pour vous amener un message, pour vous délivrer un message. A message of solidarity from a small, proud European nation. Un message de solidarité de la part d'une petite nation européenne très fière. A small, proud European nation that last spring rose up against the Eurogroup's irrational authoritarianism. Une petite nation européenne très fière qui, au printemps dernier, s'est élevée contre l'autoritarisme de la Commission européenne. Against the confederacy of incompetence that condemns the whole of Europe to a postmodern 1930s. Contre la confédération de l'incompétence européenne qui condamne toute l'Europe à... European postmodern 1930s. Ah oui, d'accord. Qui condamne l'Europe à des années 30 postmodernes, une sorte d'années 30 postmodernes. Our Athens Spring, and when I say our, I don't mean just the Greeks, our Athens Spring was about stopping them from using a common currency to divide Europe. Notre printemps athénien, dans notre printemps athénien, il s'agissait de les empêcher d'utiliser la monnaie commune contre l'Europe. Our Athens Spring was about turning against the dying of hope and for lighting a small candle that will burn brightly and illuminate the skies of Europe. Now I'm going to speak. Okay. Notre printemps athénien, il s'agissait de se lever contre la mort, de l'espoir dans la prospérité partagée par toute l'Europe. I'm sorry, but I'm going to be making it up now. It's not written here. The reason, as Stefano said, La as raison, Oscar said, the reason why the Athens Spring was crushed by the Eurogroup la raison pour laquelle le printemps athénien a été détruit et piétiné par l'Eurogroupe, was that it was a demonstration effect c'est que c'était un effet de démonstration. Il voulait démontrer quelque chose. to teach Rome, to teach Paris, to teach Madrid that which is coming to them if they dare say no to irrationality.
pour montrer à tout le monde, pour montrer à Paris, pour montrer à Madrid ce qui les attend s'ils osent défier l'irrationalité européenne. The Athens Spring started in Athens, Le printemps athénien a commencé à Athènes, but no humanist rebellion mais aucune rébellion humaniste against autocracy can succeed until it resonates in the streets of Paris. contre l'autocratie européenne ne peut fonctionner jusqu'à ce que cela résonne dans les rues de Paris. Until its resonance in the streets of Paris is amplified and then spreads to Germany, Jusqu'à ce to Italy, que To cela Spain, résonne aussi to Finland, dans les rues to d'Allemagne, Lithuania. d'Italie, d'Espagne, partout. We want the United States of Europe, Nous voulons les États-Unis d'Europe, but there is a very big difference with the United States of America. mais il y a une énorme différence entre ça et les États-Unis d'Amérique. America was the result of social conflict between social classes that found in its democracy in the Republic a way of stabilizing society. Les États-Unis ont été fondés comme la démocratie américaine a été fondée sur un conflit social, An equilibrium between different classes. un rapport de force entre différentes classes sociales. The European Union was built as a cartel. L'Union européenne a été construite comme un cartel. And its government in Brussels Et was meant as a politics-free zone. son gouvernement à Bruxelles était supposé être une zone où il n'y avait pas de politique. But there can be no such thing as a politics-free zone. Mais cela n'existe pas. So it ends zone- up as a democracy-free zone. Mais cela n'existe pas, donc cela devient une zone sans démocratie en fait. The Central European Cartel needed stable exchange rates. Le cartel européen central avait besoin, exigé des taux de change stables. Voilà. From 1971 to 2000, they tried to stabilize them and failed. De 1971 à 2000, ils ont essayé de le stabiliser, mais ça n'a pas marché. The monetary union was not working. L'union monétaire ne fonctionnait pas. So they replaced it Donc ils l'ont remplacé with a common currency avec une monnaie commune, without fixing any of the faults of the monetary union. sans régler aucun des problèmes de l'union monétaire. It is a major mistake C'est une grosse erreur to blame Germany for this. de blâmer l'Allemagne pour cela. France's elite, L'élite française, my country's ruling class and oligarchy, l'oligarchie grecque, the Italian mafia-ridden system, the Spanish Francoists, as well as elements of the Social Democrats, they are all responsible. ils sont tous responsables. Les franquistes espagnols, les mafieux italiens aussi. The French establishment wanted the Deutschmark to suppress French labor. L'establishment français a voulu que le Deutschmark annihile la... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Pressuriser en fait les salaires français. They had the audacity to think that they could capture the Bundesbank. Ils ont eu l'audace de penser qu'ils pouvaient capturer, prendre d'assaut la Bundesbank. Le Figaro, in 1993, printed an article on the first page saying that Maastricht was another Versailles Treaty.
En 1993, Le Figaro a titré en première page que Maastricht était un autre traité de Versailles. That is a major insult on the German people who suffered. It's a major insult on Europe that suffered from the Versailles Treaty. C'est une grave insulte. C'est une grave insulte à l'encontre des Allemands qui ont souffert et à l'encontre des Européens qui ont souffert. The common interests of the French ruling class L'intérêt commun de la classe dominante française and the nexus between Frankfurt and Berlin, et les liens entre Francfort et Berlin that gave birth to a euro that was not viable. ont donné naissance à un euro qui n'était pas viable. In 1929, En we had 1929, we had the Wall Street crash that led to the fragmentation of the common currency of the era, the gold standard. En 1929, nous avons eu une crise qui a mené à l'effondrement du gold standard, le standard or. Là. And what happened then? You know well. Et ce qui s'est passé après, vous savez aussi bien que moi. Voilà. In 2008, Wall Street crashed again. And the common currency of Europe, which was built like the gold standard, began to fragment. En 2008, il y a eu un autre crack à Wall Street et les nouveaux étalons ont commencé à exploser aussi. In the 1930s, the left failed to respond to that crisis. Are we going to succeed now? Dans les années 30, la gauche a échoué à répondre à cette crise. Est-ce que nous allons réussir aujourd'hui ? We created a Eurozone very much like the gold standard, but without an important feature of the gold standard. Nous avons créé l'eurozone un petit peu comme l'étalon or, mais avec un trait très important de l'étalon or qui manquait. In the gold standard, a country had to choose between permanent depression and exit. Dans le cadre de l'étalon or, les pays devaient choisir entre le Parlement, la dépression et la sortie de la zone monétaire. In 1931, Britain chose exit. En 1931, la Grande-Bretagne a choisi de sortir. In 1933, the United States chose exit. En 1933, les États-Unis ont choisi de sortir. Who stayed in? Qui est France. resté ? La France. Under the socialists until Et les 1936, socialistes. destroying the French economy. Jusqu'à 1936, en détruisant l'économie française. Now, you may be excused to believe that what I'm saying is that we should have exit from the euro now, which is our gold standard. But it's not what I am suggesting. Ouais, vous pouvez choisir de croire que la sortie, c'est ce que je suis en train de proposer maintenant, mais ce n'est pas du tout le cas. But it is not what I'm suggesting. The difference is that we do not have a currency La, to di- decouple from the euro. la différence, c'est que nous n'avons pas de monnaie alternative pour se séparer de l'euro. We only have the euro. On n'a que l'euro. We shouldn't have it the way it is, On ne devrait pas l'avoir de la manière telle qu'il est aujourd'hui, but make no mistake. mais ne commettez pas d'erreur. The fragmentation of the euro, the further fragmentation of the eurozone La continuation de l'explosion de l'eurozone is going to unleash catastrophic forces. va déchaîner des forces absolument catastrophiques. However, Néanmoins, that does not mean that we should fear. cela ne veut pas dire que nous devrions Exit. avoir peur de sortir. Not recommended and not fear it. Ce n'est pas à recommander, mais il ne faut pas en avoir peur non plus. You know, we're talking about plan B. Well, I had one. Bon, on parle de plan B, j'en avais un. I was forced to have one. J'étais obligée. The European Central Bank had one. La Banque Centrale Européenne en avait un. The Bank de France had one La Banque de France aussi, for Grexit. pour le Grexit. The IMF had one. Le FMI en avait un. Every bank had one. Toutes les banques en avaient. Dr. Wolfgang Schäuble had one. Même Wolfgang Schäuble en avait un. I didn't speak of that plan B. Actually, I called it plan X, but that's another matter. On pourrait parler de plan B. Enfin, moi je l'appelle plan X, mais c'est un autre sujet.
While I wasn't speaking about it, I was accused by the mainstream press in Greece and everywhere that I didn't have one. Parce que je n'en parlais pas, les médias traditionnels, les médias dominants m'ont accusé de ne pas en avoir. Correctly, they said, how can you negotiate without a plan B? Ils m'ont dit, comment pouvez-vous négocier si vous n'avez pas de plan B? And then when I said I had one, I was accused of high treason. Et quand j'ai dit que j'en avais un, on m'a accusé de haute trahison. This is the low level of the debate in Europe. Voilà la bassesse du débat en Europe. What have we done to this clever continent? Qu'est-ce qu'on a fait de ce continent si intelligent? Now, I said I had a plan B Bon, j'ai dit que j'avais un plan B, only because I had Dr. Schäuble telling me that he was working towards pushing Greece out of the euro. uniquement parce que Wolfgang Schäuble disait qu'il était en train de travailler pour pousser la Grèce hors de l'eurozone. The Minister of Defense should have contingency plans in case of an invasion. Le ministre de la Défense devrait avoir des plans de secours au cas où il y a une invasion. That doesn't mean he wanted an invasion. Ça ne veut pas dire qu'il veut qu'il y ait une invasion. It is true that that plan B was not operational. C'est vrai, notre plan B n'était pas opérationnel. In other words, I had a team of 6, 7 experts with whom we had worked towards planning in case we had to leave the euro. En réalité, on avait une équipe de 6 ou 7 experts avec qui on travaillait à l'hypothèse de l'obligation de sortie de l'euro. But it could never be operational because to be operational, we had to have 1,000 people working on it. Mais pour que ce soit vraiment opérationnel, il aurait fallu avoir 1000 personnes travaillant dessus. But think about it. If 1,000 people know of it, it will leak. Mais pensez-y, s'il y a 1000 personnes qui le savent, il va forcément y avoir des fuites. And then Grexit will happen the next moment. Et ensuite, la prochaine chose qui arrive, c'est le Grexit. So do you realize what we've done? We created a eurozone that threatens my country, yours, others, with exit, but has created circumstances making it impossible to have a rational discussion about it. Alors, on a créé une zone euro. Created a eurozone On a créé that une- makes impossible a discussion D'accord. of a Grexit Oui, which c'est is ça. threatened. Oui, qui rend la possibilité de discuter de la sortie de l'eurozone impossible. Enfin, qui rend justement cette hypothèse impossible. This is why it is important to internationalize the discussion about methods of defending ourselves from Dr. Schäuble. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'internationaliser la discussion pour pouvoir travailler à quelque chose contre les plans du docteur Schäuble. And not just Dr. Schäuble. Et pas seulement Schäuble. On the 30th of January, I had been in government for 3 days. Le 30 janvier, j'étais au gouvernement depuis 3 jours. I received a visit from a certain Mr. Jeroen Dijsselbloem. J'ai reçu la visite d'un certain monsieur Dijsselbloem. He reminded me of Henry Ford. Il m'a rappelé Henry Ford. Henry Ford used to say you can have any color you like of the Model T as long as it's black. Henry Ford disait que vous pouviez avoir n'importe quelle couleur du modèle de Ford T du moment que c'était noir. It's a memorandum or your banks will be closed. En gros, c'est le mémorandum où on ferme toutes vos banques. At that point, what I would have needed would be a Europe made up of people like you, Ce and dont, Oscar, and Stefano, and Jean-Luc, and all those Europeans who believe that we should have the opportunity to have a democratic discussion about how to stem a humanitarian crisis, a Great Depression. ce dont j'aurais eu besoin à ce moment-là, c'est d'une Europe faite de gens comme vous qui pouvaient travailler ensemble à un plan alternatif. Now, why do we need a conference? Pourquoi avons-nous besoin de ce sommet? Because there are many outstanding issues Parce qu'il y a énormément de problèmes and differences of opinion amongst us. et d'opinions différentes en notre sein.
Some of my comrades believe that the euro must be abandoned here and now, simultaneously in many different countries. Certains de mes camarades pensent qu'il faudrait abandonner l'euro simultanément dans différents pays. I am not of that opinion. Je ne suis pas de cet avis. My plan B, Oscar, was not to go to the drachma. Mon plan B n'était pas de retourner, de plan revenir à la B. drachme. Non, vas-y, vas-y. My plan B was to create parallel liquidity denominated in euros, utilizing technology, utilizing the tax system in order to maintain ourselves so that Greece could continue to breathe with closed banks, if necessary, until the pressure built up on Mrs. Merkel. Very long sentence. Sorry, I'll do it again. My plan B Yeah. Mon plan B, donc, was c'était de créer euro-denominated liquidity des liquidités qui se seraient appelées euros, that was electronic, qui auraient été électroniques, virtuelles, traded and transacted et l'échanger, l'utiliser pour faire des transactions, through the tax system's web page. d'accord, à travers une page web et un système d'impôt To dessus, gain 2 weeks pour gagner 2 semaines with closed banks avec les banques fermées, pour pouvoir gagner ces 2 semaines. after the ECB closed them. After the ECB Oui. closed them. Après la fermeture des banques par la Banque Centrale Européenne. To give ourselves time to Pour- negotiate. Pour nous donner plus de temps pour négocier. To show Pour montrer that we are not afraid of them. pour leur montrer qu'on n'a pas peur d'eux. Because the one thing they were afraid of Parce que la seule chose dont eux avaient peur, was default c'était le défaut de paiement within the Eurozone. dans l'eurozone. If my recommendation was accepted that we should default on our debt to the ECB, Si mes recommandations, mes conseils avaient été acceptés, à savoir le défaut de paiement vis-à-vis de la Banque européenne, we would have had an agreement. nous aurions eu un accord. Or at least we would have had a good chance of a good agreement. Ou au moins on aurait eu une chance de trouver un bon accord. We used to say to our people Ce qu'on disait à notre peuple, that we must only fear fear. c'est que nous devions seulement avoir peur de la peur elle-même. But on the night of the referendum, Mais le soir du référendum, we just feared. nous avions juste peur. And thus I resigned. Thus I resigned. Ah, et donc j'ai démissionné. To wrap this up, in conclusion, Pour conclure, our conference to discuss notre sommet, au cours de notre sommet, nous devrions parler parallel forms of liquidity de monnaie parallèle that the central bank does not control. qui ne serait pas contrôlée par la BCE. We should have a free and frank exchange on whether we want to get out, or, as I recommend, we should say to them, we are not going anywhere, you leave. Ce que j'aimerais qu'on leur dise, c'est que c'est pas nous qui allons sortir, c'est eux qui vont partir. We have to avoid the illusion that there are simple answers. Il faut éviter de tomber dans l'illusion qu'il y a des réponses simples. Fixing the Eurozone will be difficult. Euh, Fixing the Eurozone will be difficult. réparer l'eurozone va être extrêmement difficile. Maybe impossible, Peut-être c'est impossible, but we have a duty to try. mais nous avons le devoir d'essayer. We have to use technology. Nous devons utiliser les nouvelles technologies. We have to avoid the fantasy of apolitical money, which is the ECB's fantasy. The fantasy of apolitical money. We have to avoid it. Il faut éviter le fantasme de la non-politisation de la monnaie.
But Frankfurt and Brussels are not the only ones who have this fantasy of apolitical money. Mais Francfort et Bruxelles ne sont pas les seuls à avoir cette illusion de créer une monnaie non politique, apolitique. Those who believe in Bitcoin have the same fantasy. Ceux qui croient dans les bitcoins ont la même illusion. So we need to combine the best technology can give us Donc il faut combiner le meilleur de ce que la technologie a à nous offrir, contemplate parallel forms of liquidity, réfléchir à des formes parallèles de liquidité et de monnaie, and use democratic process in order to create a sovereign money for a sovereign European people. et créer une monnaie souveraine pour un peuple européen souverain en utilisant les formes les plus avancées de démocratie. Make no mistake, comrades. The way we are going, Ne faites pas d'erreur dans la Most façon of dont vont les Europe- choses. most of Europe will become a version of Kosovo. La plupart des pays d'Europe vont devenir des versions du Kosovo, autant de versions du Kosovo. A protectorate Un of the protectorat Europe of Brussels. de Bruxelles, With the euro, if you go to Kosovo, they have the euro. avec l'euro comme monnaie. Si vous allez au Kosovo, il y a l'euro là-bas. With its main export being its people. Et la principale exportation du Kosovo, c'est son peuple. So, for the sake of Europe, Donc, pour l'Europe, we must challenge the received wisdom. il faut défier la sagesse qu'on nous a inculquée. And I will leave you with two triptychs. One is your own, you don't need it from me. Triptych. Je vais vous laisser sur ces deux triptyques. Liberty, equality, fraternity amongst Europeans. Liberté. But I have a second triptych. Et j'ai un deuxième triptyque pour vous. The first one is that we must resolve that no European nation can be free while another is enslaved. D'abord, qu'aucun pays européen ne puisse être libre tant qu'une autre nation européenne est exploitée. No European nation can live in dignity when other nations are denied theirs. Qu'aucune nation européenne ne puisse vivre dignement si une autre nation européenne n'en a pas la possibilité. And finally, Et enfin, no European nation can hope for prosperity when others are pushed into permanent depression. qu'aucune nation européenne ne puisse espérer la prospérité tandis que d'autres sont poussés dans la pauvreté et la misère. Merci beaucoup Yanis Varoufakis. Je souhaite par ailleurs remercier, je pense en votre nom à tous et à tous également, Tatania Jarzabek, notre secrétaire nationale qui a bien voulu faire la traduction. Il est possible que Oscar Lafontaine soit contraint de nous quitter avant la fin parce qu'il a une obligation d'horaire de train. Uniquement, voilà. Et maintenant... Ça, c'est maintenant, je crois. Alors maintenant, nous avons notre troisième intervenant. Quatrième intervenant. C'est pour voir si vous suivez. Voilà, c'est tout. Il a été une des figures extrêmement importantes, tribuniciennes, de la bataille pour le non en 2005 du traité constitutionnel européen. C'est également le candidat
candidat des 4 millions de voix de la présidentielle de 2012. C'est le député européen, grâce à qui la tribune que je citais tout à l'heure a pu être possible et grâce à qui ce meeting a pu être possible. J'invite maintenant Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est la surprise, hein? Merci. Bravo à vous autres dehors qui avez la patience de suivre le meeting sous vos parapluies. Un grand salut à vous. Mes amis, je ne commencerai pas ce que j'ai à vous dire après ceux qui m'ont précédé à cette tribune, sans d'abord, en votre nom à tous, saluer avec émotion Madame Simen Mohamed, coprésidente du Rojava et de Kobané, capitale de la lutte contre les fascistes du Daesh. Et saluer Madame Leila Boran, représentante des femmes yézidis martyrisées par le Daesh. Une fois de plus, mes chers amis et camarades, cette fête de l'humanité, à qui je veux adresser les remerciements les plus chaleureux et les plus profonds, aura été un moment important de notre histoire collective. C'est ici que nous avons posé les premières pierres de notre front de gauche. C'est ici que nous avons vécu ensemble tous les épisodes de notre construction politique, qui n'est pas seulement à vocation nationale. Et j'espère qu'aujourd'hui, davantage que jamais, vous aurez réalisé à quel point vous n'êtes pas seulement les protagonistes de je ne sais quelle élection locale, mais les protagonistes de la grande histoire avec un H majuscule, celle que font les femmes et les hommes qui se sentent une responsabilité vis-à-vis de l'intérêt général humain. Vous êtes des Européens, vous êtes des citoyens du monde. Le monde est à la bascule et il dépend de ce que vous allez faire, qu'il tourne d'un côté ou qu'il tourne de l'autre. Souvenez-vous que chacun d'entre vous est personnellement responsable de l'issue que nous allons donner aux événements, selon que nous nous engagerons avec force ou courage, ou bien que nous nous réfugierons dans les pleurnicheries et les bisbilles politiciennes. Quel étrange jour que celui-ci. Et vous autres, les rouges, toujours le cœur plein d'allégresse, plein d'enthousiasme, prêt à pardonner toutes les fautes du passé. Je vous ai vu. Vous avez applaudi un secrétaire général travailliste, voilà qui est nouveau. Mais vous avez raison, car à chaque fois que passe une hirondelle, il faut, pour continuer le combat, croire qu'elle annonce le printemps. C'est du Labour Party qu'est partie la pourriture du blairisme qui a ravagé tout le mouvement progressiste européen. C'est les papiers Blair-Schröder pour humilier les travailleurs allemands, citadelle de la classe ouvrière européenne la plus organisée du vieux continent. C'est Blair faisant son papier avec Schröder et ensuite avec Papandréou et tous ces capitulars qui ont humilié tous les travailleurs d'Europe et fait que 10 ans après leur passage, la situation de la classe ouvrière du vieux continent est pire qu'après la guerre. Voilà leur responsabilité devant l'histoire. Voilà ce que nous n'avons pas voulu accepter. J'étais heureux que vous applaudissiez Oscar Lafontaine tout à l'heure qui est reparti à son train. Mes amis, voilà de quelle trempe nous avons besoin. Cet homme a refusé de suivre Schröder. Il a démissionné de son poste et créé Die Linke. D'où est partie l'impulsion qui nous a permis ensuite de créer le Front de gauche. Nous sommes
à chacune des étapes les héritiers, les enfants d'une histoire bien plus large que celle que nous avons accumulée dans notre pays. Vous avez entendu ces hommes vous parler tout à l'heure. Ce sont des ministres des Finances de leur pays. Alors je demande qu'on fasse le bilan, raison contre raison, programme contre programme. Pourquoi faudrait-il croire ceux qui ont mis en œuvre un programme qui a partout échoué, créé la misère et la déchéance morale et sociale de tant de millions de personnes, plutôt que ces hommes-là qui ont fait la proposition d'un autre chemin? La raison est de notre côté. La raison, pas l'idéologie, la raison. Nous ne présentons pas un plan pour notre pays. Nous ne présentons pas un plan pour la gauche. Nous présentons un plan conforme à l'intérêt général des 450 millions de personnes qui habitent à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut avoir la tête dans les étoiles pour être capable de marcher dans la boue. Voilà la tâche politique. Mais vous devez être vigilant et moins naïf souvent. Si vous voulez bien comprendre, quand bien même vous dites-vous, et vous l'êtes chacun, chacune, des personnes raisonnables, que vous avez assez vécu les uns et les autres pour savoir que dans l'existence, il faut toujours, à un moment ou à un autre, faire un compromis. Pour que le compromis soit viable, il faut d'abord qu'il y ait un rapport de force. Sans rapport de force, on ne signe pas des compromis, on signe des capitulations. Et maintenant, essayez de comprendre, en rembobinant le film de votre propre histoire, ce qui s'est passé. La construction de l'Union européenne, telle qu'elle a été rêvée, est morte. L'Union européenne est un cadavre politique pour nous. Pour les puissants et les importants, c'est une camisole de force pour tenir enfermés les peuples et contenir leurs mouvements. Mais nous qui sommes l'histoire, nous qui incarnons la volonté de paix qui a animé nos prédécesseurs, femmes et hommes dans l'histoire, qui avons voulu l'Europe pour que ce soit la paix, nous qui l'avons voulu depuis la grande révolution de 1789, nous qui l'avons voulu à la suite de Victor Hugo, qu'il a tant de fois appelé de ses voeux ces États-Unis d'Europe. Pour nous, l'Europe que nous voulions ne peut pas être l'Union européenne que nous avons sous les yeux. La monnaie unique à laquelle nous pourrions aspirer, ça ne peut pas être l'euro qui est aujourd'hui purement et simplement une cage où enfermer et faire mourir tous nos rêves, toutes nos espérances, y compris jusqu'aux plus légitimes. Regardez le retournement de situation, regardez en face comment on vous berne, on vous trompe, on vous enfume, on vous ment. Aujourd'hui, on vous montre des milliers de réfugiés et l'on appelle à votre bon cœur, que vous avez immense et bien connu, car vous êtes du camp de ceux qui tendent toujours la main à celui qui tombe, à celui qui ne sait pas comment avancer plus loin. Mais vous n'êtes pas dupes de cette comédie. Pourquoi ne parle-t-il que d'accueil? Pourquoi ne parle-t-il jamais des causes du départ de ces milliers de gens? Et les causes du départ de ces milliers de gens, c'est l'agressivité de l'Union européenne. Oui, qui est responsable des guerres auxquelles elle participe et qui est responsable d'imposer à tous les pays de l'Afrique subsahélienne des contrats absolument léonins qui ruinent les économies locales et mettent en mouvement des millions de gens. Mais je vous prie de ne pas vous contenter de regarder au loin des réfugiés plus ou moins exotiques. Je voudrais vous rappeler les conséquences sur les Européens eux-mêmes de cette politique. Car pour l'instant, le plus grand mouvement de population que nous ayons eu à vivre, nous les Européens, ce n'est pas l'arrivée des Syriens, ce n'est pas l'arrivée des Érythréens, c'est le départ de 500 000 Grecs de leur pays, partis de force.
dont 120 000 en Allemagne, où l'on s'est frotté publiquement les mains de voir arriver de la main-d'œuvre de haut niveau de qualification, comme ils se frottent les mains de voir arriver ces Syriens qui parlent tous anglais, puisque vous les voyez à la télévision, vous expliquez leur malheur, ce qui signifie qu'ils appartiennent à la classe moyenne formée et instruite de ces pays, qui se trouvent donc privés de leur élite. 500 000 Grecs, 1 million d'Espagnols ont dû quitter leur patrie en moins de 10 ans, en raison des politiques de l'austérité. Voilà les plus grandes vagues de migration, tant et si bien que l'Europe et son hypocrisie rejaillit sur le monde entier avec un rire amer de la part de nos amis d'Amérique latine. C'est Evo Morales qui dit « L'Europe ne cesse de nous envoyer des immigrés et de repousser les nôtres, si bien qu'ils passent leur temps à inventer des législations contre les gens qui cherchent du travail, tandis que nous passons notre temps à essayer de faire des législations qui leur en donnent ici. » Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui conduit inexorablement à la catastrophe. Car sur cette pente, il ne peut y avoir qu'une catastrophe. Vous savez que je n'aime pas peindre le noir sur le noir. Je ne suis pas un orateur qui compte sur le fait que les gens ont tellement peur que ça les motive. C'est tout le contraire. Je voudrais vous dire que chaque défi qui nous est lancé est une opportunité pour inventer et créer et passer à autre chose de plus puissant, mes camarades et amis. Eh bien, le défi est tellement grand que nous avons devant nous une opportunité géante d'inventer quelque chose de radicalement nouveau, et il faut s'y mettre. Mais vous, d'abord, devez comprendre que la condition numéro 1, c'est la démocratie. Si l'on fait l'Europe contre les peuples, on a déjà essayé de le faire de nombreuses fois, ça échoue. Eh bien là, nous avons une série à répétition de coups de force contre la démocratie. Peut-être que vous l'avez présente à l'esprit, mais peut-être que d'autres ne l'ont pas. Tout a commencé lorsqu'en 2005, on nous a remis sur la table un projet de constitution qui réunissait tous les anciens textes qui avaient fondé l'Union européenne. Au terme d'un chantage inouï, il avait été dit aux Français que s'ils rejetaient le traité constitutionnel, ils rejetaient toute la méthode de construction européenne qui avait prévalu. Eh bien, les Français ont rejeté le traité constitutionnel. C'est un avis extrêmement clair qu'ils ont donné. Et ensuite, le président Sarkozy est fraîchement élu, a trahi le peuple français qui avait voté non en lui faisant croire qu'il avait voté oui, et c'est le traité de Lisbonne. Après quoi, le suivant est arrivé, et il avait promis que l'on renégocierait le traité budgétaire, vous vous en souvenez. Le traité budgétaire, c'est la camisole de force dans laquelle nous sommes en train de mourir. Et vous vous souvenez de moi, pauvre diable, en train d'essayer d'expliquer à Montpellier pendant 20 minutes en quoi consistait le mécanisme européen de stabilité financière, et vous me regardiez en disant « Bon, peut-être qu'il va nous parler d'autre chose pour finir ». À l'époque, la France entière avait un sujet de débat absolument extraordinaire, la viande halal. Voilà de quoi on parlait, au lieu de parler de ce qui allait nous toucher directement. Eh bien, mes amis, souvenez-vous de quelque chose. C'est parce que la démocratie a été violée à 2 reprises, parce que François Hollande, candidat, avait promis de réviser le traité budgétaire. Maintenant, changez de casquette un instant. Et imaginez-vous que vous êtes Madame Merkel. Alors, elle voit arriver un président français, son peuple a voté non, et il lui dit « c'est pas grave, on va dire que c'est oui, on coupe tout en morceaux, on le jette en l'air, et comme ça retombe, on le colle, et ça fait le traité de Lisbonne. » Alors elle le regarde, elle se dit « mais il est drôlement agité, ce type. » Bon, s'il nous dit que les Français ont dit oui, et ben alors qu'ils ont dit non, bon. Arrive le suivant, qui a dit « on va renégocier tout ». Il arrive « bonjour madame, comment ça va ?»« Ça va. » Alors elle lui dit en allemand « c'est tout ce que vous avez à me dire ?»« Oui, oui. Oui, ah si, il faut un plan de relance. » Et l'Europe entière d'apprendre que François Hollande a obtenu un plan de relance de 120 milliards, dont 60 qui existaient déjà dans le budget européen, et 60 autres à trouver par emprunt. Alors évidemment, on lui a dit « oui, oui, oui », toute l'Europe se moquait des Français. Ils ont cru que c'était nous qui étions d'accord avec cette comédie. Et si vous voulez savoir à quel point c'est une comédie, vous vous imaginez 120 milliards d'euros
Le banquier central, il n'a rien demandé à personne et il a décidé de mettre 1000 milliards d'euros sur la table, dont aucun d'entre vous a jamais vu la couleur, parce que c'est reparti directement des banques, de la Banque centrale, aux banques particulières, lesquelles ont tout remis immédiatement dans la bulle financière. Il n'y a pas un seul boulon qui a été fabriqué dans toute l'Europe, une seule machine avec cet argent. Voilà ce qu'est cette Europe, une mystification permanente. Alors, vous autres, rentrez en vous-même. Combien de fois vous avez pensé que j'étais exagéré? Combien m'ont dit « Ah, quand même, c'est une violence symbolique ». Ah bon? Et quand le banquier central a décidé de couper les liquidités à Chypre, tout petit pays, mon camarade François Delapierre avait traité, paix à ses cendres, Moscovici de salopard pour avoir accepté ça. Et moi, j'avais dit que Moscovici parlait plus la langue française, mais la langue de la finance. Et vous savez qu'ils ont trouvé à me répondre que j'étais devenu antisémite. Voilà le niveau du débat dans ce pays. Voilà comment on nous parle quand on pose des vrais problèmes. Eh bien, à Chypre, on est passé de la violence symbolique à la violence la plus directe. Et ça, mes amis, mes camarades, dans n'importe quelle autre région du monde, couper les liquidités d'un pays, l'empêcher d'accéder à sa ressource, c'est un acte de guerre. Eh bien, c'est un acte de guerre qu'a posé la BCE contre Chypre. Et c'est un acte de guerre qui a été posé contre la Grèce. C'est un coup d'État financier. Ce n'est pas de la violence symbolique. Voilà. Voilà dans quelles conditions Alexis Tsipras a négocié. Camarades, amis, moi je ne donne pas de leçons. Les événements sont tellement frais. Le 5 juillet, nous étions dans la rue et nous chantions des chansons. Il y en avait une peut-être que vous vous en rappelez. Le couplet c'était « Et l'on dit bis, et l'on dit bis, et l'on dit bis, Varoufakis, tralalalère, tralalalère. » Allez. Et l'on dit bis, et l'on dit bis, Varoufakis. Une semaine après, il signe. Pas lui, notre camarade Tsipras. Nous ne donnons pas de leçons. Nous avons d'abord protesté contre cette décision, parce que ce n'est pas une décision libre. Quand 18 personnes vous retiennent pendant 17 heures pour négocier de manière hostile contre vous, et vous arrachent un document dans lequel on fixe jusqu'au prix du lait, de la viande et du pain, c'est tout simplement une humiliation qui a été faite. Ce n'est pas un accord libre. L'accord de Tsipras n'est pas plus libre. L'accord de Tsipras n'est pas plus libre que n'est l'accord des malheureux camarades qui ont dû accepter de passer de 35 à 39 heures. Ce n'est pas un accord libre que l'accord qui est gagné avec un revolver sur la tempe. Cette violence, elle est en marche à chaque instant. De quel droit l'Eurogroupe décide que la Grèce doit sortir de l'euro? Il n'y a aucun règlement qui permette ou qui imagine qu'un pays puisse être expulsé de l'euro. Je tiens à vous le dire et à vous le rappeler. De la même manière, l'Eurogroupe n'a aucune réalité institutionnelle. De la même manière, et la preuve nous en avons de la part de l'Eurogroupe lui-même, parce que quand ils ont chassé Yanis Varoufakis de la Réunion, Yanis Varoufakis a dit « Mais pourquoi vous m'expulsez alors que mon pays est membre de la zone euro ?» Et on lui a répondu « L'Eurogroupe n'a pas de statut, le président décide ce qu'il veut et toi tu sors. » Voilà comment ça s'est passé. Alors, où sont les beaux joueurs de violon sur l'Europe qui nous protège avec son gros revolver sur notre tempe? L'Europe démocratique, où l'on tabasse ceux qui ne sont pas en état de se défendre, c'est ça leur Europe. Et il faudrait que nous, sous la pression, intimidés, nous versions de chaudes larmes, de joie, dès qu'on nous dit Europe. Et vous avez l'improbable président de la République française qui déclare qu'il a trouvé une grande idée. Il va faire un gouvernement économique. Et aussitôt la nuit, vous vous relevez, tressaillant d'allégresse. Un gouvernement économique, que n'y avait-on songé jusque-là? Ça fait 20 ans que le Parti socialiste répète ça.
Et naturellement, immédiatement, les Allemands ont dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Nous n'en avons pas du tout l'intention. Et si jamais vous voulez faire un gouvernement économique, ça sera pour appliquer le traité budgétaire européen. Et de toute façon, ce gouvernement, il existe déjà. Ça s'appelle la Commission européenne, à laquelle chaque nation doit aller présenter son budget avant de le faire passer devant son propre Parlement. Voilà le seul idéal qu'ils ont à nous proposer. Avec un Parlement, s'il vous plaît, on trouverait une nouvelle assemblée à créer et qui aurait immédiatement le droit d'être d'accord. Est-ce que ça ne serait pas des votes magiques? Oui, tout le temps. D'ailleurs, ils ne savent même pas quelle est la question posée. Comme a dit M. Juncker, quelle que soit la question, la réponse est oui. Oui. Eh bien, nous sommes nombreux à savoir que des fois, dans la vie, on commence mieux en disant non. En tout cas, nous avons eu la formule donnée par M. Juncker lui-même. Il a dit « Il n'y a pas de décision démocratique contre les traités européens ». Ce jour-là, le président de la Commission vous a dit noir sur blanc, si je peux m'exprimer de cette manière, ce que vous n'osiez pas vous dire. Votre patrie républicaine qui a refusé le droit de veto à Capet se les fait ramener par la fenêtre de la Commission européenne qui a un droit de veto sur votre budget. Et votre patrie n'est plus un pays indépendant. Mes amis, la liberté de dire oui n'a de sens que si l'on peut dire non. Et pour pouvoir dire oui ou non, il faut être maître de sa liberté, et c'est ce qu'on appelle l'indépendance. Je suis un indépendantiste français. Je suis un indépendantiste pour tous les peuples d'Europe. Cela signifie que c'est l'autre manière d'appeler la souveraineté. La souveraineté, ça commence dans le cœur de chacun d'entre vous quand vous décidez par vous-même ce que vous voulez devenir vous-même, dans les petites comme dans les grandes choses. La souveraineté, c'est le premier acte qu'un groupe humain pose pour contrôler ses membres et le territoire sur lequel il vit, comme on l'apprend en anthropologie. La souveraineté, c'est la possibilité que le peuple décide tout entier. Et c'est parce qu'il a décidé tout entier que ce qu'il a décidé s'applique à tous. La légitimité démocratique vient du fait que l'on décide par soi-même et que l'on décide tous. Or là, ne décident que quelques personnes, 28 dans une réunion de la Commission européenne présidée par M. Juncker. La condition de la récupération de l'idéal européen est que la France récupère son indépendance. J'ai dit la France. Est-ce que ce serait un projet exclusivement français? Mes amis, parce que j'ai dénoncé le rôle du gouvernement allemand avant tout le monde, ce qui me valut des commentaires pas toujours très agréables. Depuis, beaucoup ont réalisé que j'avais raison. On voudrait faire de moi un germanophobe, quand bien même celui avec qui je marche la main dans la main depuis les origines de mon parti est un Allemand, Oskar Lafontaine. Et quand bien même nous sommes unis avec toutes les forces qui combattent l'oligarchie et la direction du gouvernement CDU-CSU en Allemagne, c'est-à-dire Die Linke. Non, mais je veux pour mon pays ce que je veux pour les autres. Et nous avons besoin de faire valoir l'irréductible volonté qui est la nôtre si nous voulons être entendus. Je vous ai dit qu'il faut créer des rapports de force. Je suis obligé d'élever la voix, mes amis, mes camarades, parce que j'aspire à gouverner ce pays avec autant que vous et avec vous. Et je veux que l'on sache, au-delà de toutes les frontières, que je ne céderai jamais à rien. J'ai besoin qu'on le sache. J'ai besoin qu'on le sache. J'ai besoin que l'on sache que s'il leur est arrivé de pouvoir menacer Alexis Tsipras, parce que l'économie de la Grèce est 2% de l'économie européenne, on ne pourra pas menacer un dirigeant français qui résiste parce qu'il représente 18% de l'économie européenne, c'est-à-dire à peu près autant que celle de l'Allemagne. Et comme l'a dit tout à l'heure Yanis Varoufakis, je vous rappelle que si l'on nous cherche trop de poux dans la tête, il est toujours possible de dire « eh bien, nous cessons de payer ». Parce que, comme l'a dit Yanis Varoufakis tout à l'heure, si le gouvernement grec avait dit « écoutez, ça fait 5 mois qu'on parle avec vous, ça fait 5 mois que vous essayez de nous humilier, eh bien maintenant, que voulez-vous, nous sommes de braves gens, mais nous ne pouvons pas payer, car il ne nous reste déjà plus que la peau sur les os, et c'est la peau que vous voulez enlever. » À ce moment-là, je fais le pari qu'ils auraient cédé. Pourquoi ? Parce que la banqueroute grecque
signifiait la mise en mouvement du mécanisme assurantiel européen, c'est-à-dire le mécanisme européen de stabilité financière. Et quand l'assurance se met en mouvement, c'est elle qui paye. Ce qui voulait dire que si les Grecs avaient fait banqueroute, il y en avait pour 40 milliards pour la France et 60 milliards pour les Allemands. Figurez-vous que ni les uns ni les autres n'avaient intérêt ni envie de payer une telle somme. C'est dire que si ils n'avaient pas signé, ils se seraient trouvés en situation de banqueroute, et alors, vous auriez vu que tous ces gens seraient devenus très réalistes. Ils auraient dit, certes, nous reconnaissons que 80% de la dette grecque est dorénavant dans des mains publiques. Elle est dans les mains de la Banque centrale européenne, dans les mains du mécanisme européen de stabilité financière. C'est-à-dire du papier, mes amis et camarades. Et ils auraient dit, eh bien voilà, cette dette-là, nous allons la porter à la Banque centrale européenne. Et la Banque centrale européenne aurait regardé, c'est très intéressant, elle aurait foutu à la poubelle. Parce que tous ces milliards ont cessé d'exister depuis longtemps. Ce sont des jeux d'écriture qui reposent sur des rapports de force politiques. Des rapports de force, mes camarades. Voilà pourquoi je lève la voix. Il vient de vous le dire, ceux qui croient que la monnaie est une institution apolitique, qu'elle est en dehors des relations sociales et politiques, sont des rêveurs. Ça n'existe pas, c'est seulement fait pour vous berner et vous faire croire à des choses. Comme par exemple, quand vous allez à la banque, ballot que vous êtes, vous croyez qu'ils vous prêtent de l'argent qu'ils ont, parce que vous, quand vous prêtez à votre voisin, c'est bien votre argent. Mais l'argent qu'ils vous prêtent, ils ne l'ont jamais eu. Ils attendent que vous ayez construit la maison ou acheté la voiture pour que derrière les billets de banque, il y ait une contrepartie matérielle. Bon, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'il va falloir que tout le monde comprenne ça. Vous devez devenir des savants de la théorie matérialiste de la monnaie. Vous devez comprendre, parce que quand la lutte va commencer pour ce pays, ça ne va pas reposer sur une ou deux personnes. Ça va reposer sur des millions de gens qui doivent être éduqués, préparés à la résistance, parce que pour résister, il faut être fort moralement, il faut être instruit, il faut être cultivé. Vous devez apprendre, vous devez lire, vous devez enseigner à ceux qui ne savent pas, et ceux qui ne savent pas doivent poser la question à ceux qui savent, jusqu'à ce que vous sachiez tous, parce que c'est à ce prix qu'on mène des luttes de masse. Mes camarades, vous avez entendu plan B, mais il ne faudrait pas que ça vous fasse sauter une lettre. Il y a le plan B, puis il y a le plan A. Le plan A, c'est le plan des gens raisonnables. Moi et d'autres ici. On vient et on dit, écoutez, faisons le bilan. La politique que vous appliquez, on ne va pas faire une critique idéologique, on se connaît, nous sommes des partageux, vous êtes des radins et des égoïstes. Ce n'est pas la peine d'en parler. Regardons les résultats. Il n'y a rien qui marche. C'est le chômage partout. Le seul sujet de satisfaction que vous avez, c'est de dire l'Allemagne exporte des voitures et des machines-outils. Et nous devrions nous réjouir d'exporter je ne sais quoi. Mais on s'en fout, figurez-vous. Ce qu'on veut, c'est être ici heureux avec les choses simples que nous demandons, de l'éducation, de la sécurité sociale, s'occuper de nos anciens, s'occuper de nos enfants, nous avoir des vacances, pas être comme des bêtes à vivre pour travailler, voilà, des choses simples. Et on est d'accord pour partager vos milliards, puisque nous, on ne les a pas. On est d'accord pour partager vos millions, puisque vous pouvez un jour dire « Ah ben je touche 16 millions pour m'en aller », comme le patron d'Alcatel. Alors celui-là, il a juste ruiné sa boîte, il a détruit un bijou de l'industrie française, il s'en va, on lui donne 16 millions. Tout le monde crie. Il dit « Bon, allez, c'est bon, j'en prends que 8. » 8 ? Mais pourquoi 8 ? Et qu'est-ce que c'est que ce genre de type qui renonce à la moitié de sa paye ? Lequel d'entre vous est prêt à faire ça ? Personne ? Aucune personne normale qui a gagné son argent honnêtement renonce à la moitié de son salaire. Ça n'existe pas. Alors, s'il accepte de le partager en deux, ça veut bien dire qu'il sait lui-même qu'il ne l'a pas gagné honnêtement. La preuve, c'est qu'il le donne facilement. Je reviens à notre affaire. Le plan A, c'est le plan des gens raisonnables. Faisons votre bilan. Rien ne marche. Nous avons une autre proposition. Et déjà, nous, les Français, si nous sommes majoritaires à l'élection, nous dirons, voilà, la France est liée par des traités. Je vous prie, mes chers camarades, de faire de la politique sérieusement. La France a signé des traités. Elle honore les traités qu'elle a signés. Et les autres pays ont signé des traités avec nous, et nous demandons qu'ils les appliquent. Par conséquent, pour nous défaire d'un traité,
auquel nous avons consenti démocratiquement par nos assemblées, il nous faut un mandat du peuple. Eh bien, si nous voulons revenir sur les principaux aspects inacceptables du traité budgétaire, nous devrons consulter le peuple français, exactement comme Tsipras l'a fait sur le mémorandum. Sauf que moi, ce n'est pas sur un mémorandum que je propose qu'on vote, mais sur le fait qu'on sorte d'un certain nombre de dispositifs européens. Et on fera des remarques de bon sens. On va leur dire, écoutez, avant qu'il y ait l'euro, avant qu'il y ait votre magnifique traité budgétaire, avant qu'il y ait votre sublime politique économique, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait Airbus. Et vous nous en parlez sans arrêt d'Airbus. Sauf qu'avec les règlements actuels, on ne pourrait pas faire Airbus. Parce que Airbus a reçu des avances sur recettes pendant des années. Et de la même façon, on a fait la fusée Ariane. Vous êtes là, hein, à faire des gargarismes avec la fusée Ariane, la fusée européenne, parce qu'il y a des décalcomanies de tous les pays collés dessus. Ah, ça vous plaît d'en parler, sauf qu'on n'aurait pas fait la fusée Ariane avec le traité budgétaire actuel, parce que la société qui a produit Ariane a bénéficié d'avance sur recettes. Et aujourd'hui, c'est 50% du marché mondial des satellites. Vous voyez, mes amis, mes camarades, ce que j'essaye de vous dire, c'est que notre approche des problèmes n'est pas une approche purement idéologique, même si nous avons des raisons idéologiques d'être en mouvement. C'est une approche rationnelle. Leur machin ne marche pas. Très bien. Alors on leur explique ça. Ça dépend de qui va l'expliquer, hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins crédibles quand ils élèvent la voix. Il y en a qui ont un cœur de mouton, et c'est pas fameux parce que ça se voit, on les entend bêler de loin. Et puis d'autres qui sont faits d'une autre trempe. À partir de là, il y a deux attitudes possibles. La France est le deuxième territoire, la deuxième population, et bientôt la première population du vieux continent. Ou bien on discute raisonnablement avec la France, ou bien on a décidé de l'offenser. Je sais parfaitement bien qu'il y a dans le gouvernement allemand de Madame Merkel, de la CDU-CSU, un parti qui travaille à cette idée très géopolitique, qu'en poussant tout le monde à bout, et en particulier en poussant la zone euro jusqu'à l'explosion, de manière à en éjecter ce qu'ils appellent le Club Med. Le Club Med, c'est les pays de la Méditerranée. Voyez l'arrogance de ces petits prétentieux d'appeler le Club Med. Qui est le Club Med, je vous prie? La France, seconde économie du continent. L'Italie, troisième économie du continent. L'Espagne, quatrième économie du continent. Autrement dit, les bureaucrates de la CDU-CSU de Mme Merkel considèrent comme le Club Med leurs principaux concurrents sur le territoire de l'Europe. Voilà la vérité. Et ces gens-là se sont mis dans la tête que s'ils faisaient exploser la zone euro, alors ils reconstitueraient une zone marque, peu importe comment elle s'appellerait, faite d'un côté des esclaves et des supplétifs qui viendraient des pays de l'Europe de l'Est, et en particulier de l'Ukraine, où l'on peut payer un travailleur à 100 € quand un Chinois coûte 130, et qu'avec cette masse de main-d'œuvre à bas prix, dont on assemble les pièces ensuite en Allemagne, cette Allemagne serait encore plus forte pour être une puissance exportatrice. Et ils le pensent d'autant plus fort et avec d'autant plus de virulence qu'ils sont en train de préparer le grand marché transatlantique, l'accord TAFTA, qui devrait unir les États-Unis d'Amérique à la zone commerciale de l'Europe, et que dans cette union, naturellement, les uns tireraient mieux leur épingle du jeu que les autres. Les grandes sociétés de la chimie industrielle allemande, les producteurs de voitures, de machines-outils, les fermes des 1000 vaches et toutes les autres horreurs, comme la lignite qui empoisonne toute l'Europe, et ainsi de suite. Par conséquent, je vous demande bien à chacun de comprendre ceci. Ne limitez pas le débat à la question de l'euro. Il faut que vous fassiez de la géopolitique, que vous preniez tous les aspects du problème en même temps. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément simple. Vous devez prendre tout ça en même temps pour comprendre que l'euro est en quelque sorte le point d'aboutissement, l'endroit où se nouent les petits fils qui mènent au traité budgétaire, au mécanisme européen de stabilité budgétaire, à l'OTAN et à l'alliance militaire avec les États-Unis d'Amérique, à TAFTA, tout ça étant tout. Ce n'est pas l'euro dont il faut sortir, c'est de la camisole de force globale dont l'euro est la fermeture éclair. Et pour ça, peut-être que je vais décevoir quelques-uns d'entre vous. Ne m'en veuillez pas. C'est mon travail, c'est mon devoir de me dire comment je m'y prendrais si c'était moi qui devais le faire. Et je ne me vois pas comme un professeur d'université en train de faire ses cours, qui est une activité extrêmement importante.
mais où l'on dit des choses qui peuvent rester abstraites. Il s'agit de mener un grand peuple de 65 millions de personnes dont l'implication politique peut changer l'histoire de l'Europe. Si nous, les Français, nous décidons d'agir autrement à l'égard de l'Union européenne, nous devons le faire en ayant une proposition qui permet à tous les peuples de sortir par le haut, parce que notre voix est puissante et nos moyens sont puissants. Tout à l'heure, Yanis a bien parlé, il dit qu'il faut faire assez peur pour plus avoir besoin de faire peur. Nous, on est au courant, on a un système qui s'appelle la dissuasion nucléaire. Personne n'a envie d'appuyer sur le bouton, je vous le garantis. Mais il vaut mieux que tout le monde croie qu'on en est capable. Parce que c'est à ce prix-là que personne ne nous agresse. Eh bien, nous devons avoir ce comportement qui commence par des propositions raisonnables, celles que je vous ai faites, et qui n'a pas peur, si on lui dit non, de dire dans ces conditions, nous ne serons pas autre chose qu'un peuple libre. C'est ça le plan B. Et sur le plan B, vous le savez, il y a des thèses différentes. Maintenant, il faut les discuter. Voilà ce grand moment qu'est cette fête de l'humanité. C'est que pour la première fois depuis tant de mois, j'ai envie de dire tant d'années, alors qu'il existe des structures, bien sûr, et je veux les féliciter du travail qu'elles font, comme le parti de la gauche européenne, mais tout le monde n'y est pas, il en manque. Et puis, nous n'avons pas su nous coordonner. Je vais vous dire, c'est très dur de se coordonner une fois qu'on est au pouvoir. Vous vous en doutez tous. On ne peut plus se téléphoner. Vous savez pourquoi on ne peut plus se téléphoner? Parce qu'on est écouté. Je ne peux pas téléphoner à Varoufakis, ministre de l'économie, lui dire « Alors, ça y est, t'as prévu le Grexit? T'as prévu la monnaie en bis ?» Alors il me répond « Oui, oui, t'inquiète pas, n'aie pas de souci, on a tout prévu, il y a tant de millions. » Bien sûr que non, on ne peut pas s'envoyer de mail. Si bien que nous voilà revenus au temps des pigeons voyageurs et des porteurs de nouvelles. C'est donc d'une autre manière qu'il faut se préparer. Il faut se préparer psychologiquement à tenir bon, à ne pas céder, à ne pas avoir peur, à être rempli du sentiment de la puissance que nous incarnons du fait de notre nombre et de notre savoir-faire. Il faut être plein de la force que nous n'avons pas peur de la révolution citoyenne. Nous n'avons pas peur de déclencher des phénomènes qui traverseront toute l'Europe par notre propre énergie. Il ne faut pas avoir peur, il faut avancer, 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 avancer encore. C'est ça le plan B, on ne cède jamais. Bon. Cette fois-ci, ça y est, vous avez tout compris. Eh bien, on se retrouve, on se parle. C'est un moment pour moi important. La politique, c'est fait de rencontres humaines. Ne croyez pas ceux qui vous disent, comme à l'ancien temps, cette politique désincarnée, impersonnelle. On ne disait jamais je, on disait toujours on ne disait jamais nous, on disait le parti. Et on avait raison, on avait le cœur qui augmentait parce qu'on se sentait fort de tout ça. Mais on sait bien qu'avec des méthodes pareilles, à la fin, on finit par oublier à qui on parle. On ne voit plus que des pions, des numéros, des nombres. Il est important de rencontrer des hommes qui ont l'expérience du refus. C'est très important que ces deux-là aient l'autre. Oscar Lafontaine. Quand il a fallu quitter le Parti socialiste et fonder le parti de gauche avec des camarades qui d'ailleurs n'y avaient jamais été, je suis allé voir à de nombreuses reprises Oscar Lafontaine. Je vais vous dire, pas seulement pour parler de politique, pour parler entre hommes. Qu'est-ce qui allait se passer? À quoi je devais me préparer? Qu'est-ce qui allait m'arriver? Comment je serais traité? Et je vais vous dire qu'il y avait toujours plusieurs hypothèses dans la bouche d'Oscar. Et voici ce que j'ai à vous dire. Ce sont toujours les pires qui se sont réalisés. C'est-à-dire que pour les mauvais traitements, ils ont fait ce qu'il fallait et longtemps. Mais moi, je me suis toujours senti fort. Et vous, sans doute, je le pense aussi. Et maintenant, plus fort encore, 4 années après, depuis que nous avons réuni 4 millions de personnes autour des idées essentielles que nous défendons. Et nous nous sentons forts de la décision du peuple. L'autre jour, je lis le journal, ce qui ne m'arrive pas si souvent que ça, parce que c'est très contrariant. Je lis les Échos pour savoir ce que pensent les capitalistes et les affaires, et je lis l'Humanité pour être sûr de ne pas rater un seul conflit social dans le pays et participer au débat qu'il y a là. Les autres, ça dépend des jours. Si je suis de bonne humeur, je les lis tous. Si je me sens un peu patraque, je ne les lis pas parce que l'acide passe sous l'armure. Et je ne suis pas très d'accord avec les caricatures que je vois de moi. D'abord, il me faut plus gros que je suis. Et souvent, ils me font dire des choses qui ne me conviennent pas. Mais quand même, je mets de l'humour avant de vous lire 2 lignes. Je vous ai dit que le problème de départ de cette Europe, c'est qu'elle a rompu avec la démocratie et l'expression des peuples.
Tout ce que je vous ai montré, ça a consisté à mettre un derrière l'autre la preuve que les décisions se prennent sans et contre le peuple. C'est pas pour rien que nous avons inventé le mot d'Europe austéritaire. Dans austéritaire, il y a austérité et totalitaire. Parce que c'est un régime totalitaire que celui qui rentre dans votre vie privée décide que vous ne mangerez pas ceci, que vous ne mangerez pas cela, mais que vous passerez par-ci ou par-là. Oui, la différence entre l'autoritarisme et le totalitarisme, c'est cette entrée dans la vie privée des gens. Le système est entré dans votre vie privée pour vous mortifier. Bien, et bien voilà le président que vous avez. Voilà ce qu'il déclare dans ce journal, un dîner de la presse. Il dit « Les électeurs votent même quand ils ne comprennent pas. » Il faut dire que vraiment vous ne comprenez rien, on vous dit de voter oui et vous votez non. Les électeurs votent même quand ils ne comprennent pas, dit François Hollande. Et quand ils votent, on ne les comprend pas toujours. Alors vous votez non, il a mal compris, c'est oui. Vous votez renégociation des traités budgétaires, il a entendu, ça boum avec le traité budgétaire, ça roule, pas d'histoire. À partir de là, je vais achever en vous citant Zoé Constantopoulou. C'est la présidente du Parlement hellénique. Zoé, comme Yanis et tous les camarades, ont tous un air très sérieux, avec plus ou moins d'ironie, mais tous sont traversés par une terrible blessure. Les voilà au pied d'un mur qu'ils n'avaient pas envie de voir. Celui où les camarades sont pris à contre-pied. Celui où l'on a dû signer alors qu'on avait dit qu'on ne le ferait pas. Celui où l'on sait qu'il ne faut pas donner des leçons et que, bien sûr, on ne peut pas dire que Syriza a maintenu. Et la droite, c'est la même chose, parce que ça n'est pas vrai, ce serait stupide de le dire. Mais qu'en même temps, on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans cette voie, parce que les camarades de l'Unité populaire ont commencé une résistance, et cette résistance, nous nous sentons proches d'elle. Pourquoi ? Parce que nous sommes fidèles au programme et pas aux personnes. Parce que nous croyons aux idées et nous ne sommes pas dans le culte des personnes. Alexis Tsipras est notre ami. Mais nous ne sommes pas les clients d'Alexis Tsipras. Nous sommes les partisans du programme d'Alexis Tsipras, celui sur lequel il a été élu et celui sur lequel le peuple grec a voté non, contre le mémorandum. Zoé, mes camarades, a comme les autres dû se décider. Vous savez, Syriza, c'était au moins aussi volcanique que le Front de gauche. Un peu plus peut-être parce que nous n'étions que 9 partis dans le Front de gauche, tandis qu'eux étaient 16. Je ne sais pas comment ils faisaient. Quand je vois à 9 ce que ça donne. 16, ils finissent par faire un parti commun. Et bon, c'est la rupture. Les camarades d'Unité populaire partent. Yanis dit, je comprends ce que vous faites, mais il n'a pas envie de prendre parti dans une bataille fratricide. Il prend parti par rapport à un programme. Et le voici qui est là avec nous sur le programme du plan B pour en discuter et en parler. C'est un noble parti que le parti du plan B. Et Zoé, elle décide qu'elle sera candidate. Elle avait l'intention d'être là. Elle va être candidate. Elle n'est pas membre de l'Unité populaire, mais elle sera avec eux. Elle est la présidente du Parlement. Camarades, elle est traitée d'une manière abjecte. Pas seulement parce qu'elle est de gauche, mais parce qu'elle est une femme. Et on en rajoute. À nous, les hommes, on nous présente comme des bêtes. La barbe hirsute, la bouche ouverte, les crochets en avant, les yeux injectés de sang, comme le grand Jaurès avant moi, et comme moi après lui, et quelques autres milieux. Mais quand ce sont les femmes, c'est pire, parce que ce sont des bêtes, elles aussi, mais elles sont mises en cause par leur genre, par leur sexe. Zoé est traitée d'ourang-outan mal baisé, dans la presse grecque. Il y a des rubriques à la télévision, qui s'appellent « Les délires de Zoé », où évidemment on trouvera toujours un instant où elle ouvre la bouche, un instant où elle se fâche, comme le fait tout être humain, au bout de ses forces, dans des situations aussi compliquées que celle de la Grèce. Eh bien, le message de Zoé, ça n'est pas de vous demander de verser des larmes ni d'exprimer une compassion. Voici le message de Zoé, il tient en une phrase, et nous nous quitterons sur ces mots. Écoutez bien, vous autres, vous tous, vous êtes responsables de tenir le serment de Zoé.
chacun et chacune a le droit et le devoir de résister. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison devant son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, sous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyez